Alors, ce mouvement politique que vous ne connaissez pas toujours, pas forcément, puisque nous ne passons pas beaucoup dans les médias de grande diffusion, c'est un euphémisme, vous allez vous poser la question de savoir, mais finalement, en quoi est-il différent des autres, de tel ou tel parti que je connais? Je dirais qu'il y a 7 points fondamentaux qui caractérisent notre mouvement. Il y en a bien d'autres, mais j'ai essayé de synthétiser l'essentiel. Le premier point fondamental, c'est que nous pensons, le bon diagnostic. Si vous avez d'un seul coup une maladie, vous allez voir un médecin. Si par exemple, je vais prendre un exemple un peu désagréable, mais si par exemple vous avez perdu 25 kilos en l'espace d'un mois sans faire de régime, c'est qu'il y a quand même un problème. Alors vous allez voir un premier médecin qui va vous dire mais finalement c'est pas grand-chose, prenez quelques jours de repos, je vais vous donner un petit fortifiant et tout ira bien. Ça c'est le médecin qui va vous vous bercer d'illusions. Et puis il y a un autre médecin que vous allez aller voir. Lui, il va dire ça ne me plaît pas, c'est pas normal. Je vois que vous avez des ganglions, je vais faire une biopsie puis une analyse de sang et revenez me voir dans 10 jours. Et 10 jours après, vous allez le revoir et ce médecin vous dit eh bien, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à vous dire. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un cancer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de le guérir, mais il faut passer à la chimiothérapie et aux rayons dès demain. Vous avez une très forte chance d'en survivre. D'ailleurs, les progrès en oncologie au cours des dernières décennies ont été considérables. Quel est le médecin que vous préférez? Le premier, qui ne vous fait pas peur, mais qui en fait, par son inaction, vous entraîne au tombeau, ou le second, qui évidemment vous dit quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, mais qui en fait est votre véritable ami, celui qui va vous sauver et sauver votre vie. Nous pensons que la France est dans cette situation. Nous pensons que la France est en danger de mort. Nous pensons que notre pays est en train d'être détruit. Non seulement d'ailleurs le niveau de vie de ses habitants, son économie, son agriculture, son industrie, mais aussi son armée, sa diplomatie, son rayonnement mondial, sa langue, mais encore plus peut-être son unité nationale, avec la politique dite d'Europe des régions. Donc nous disons aux Français, avant de commencer à fournir des médecines et des remèdes, nous devons faire le bon diagnostic. C'est quoi le bon diagnostic? Nous disons que les problèmes de la France, certes, il y en a eu avant, il y en a pendant, il y en aura après, mais les problèmes de la France aujourd'hui tiennent au fait que les Français ne dirigent plus leur propre pays. Nous disons que la France est dirigée par une oligarchie depuis Bruxelles pour la Commission européenne, depuis Francfort pour la Banque centrale européenne, depuis Washington pour l'OTAN. Et nous disons que la prétendue construction européenne qui nous a été imposée à partir du 25 mars 1957, nous disons qu'en fait, ça n'est pas du tout une opération d'origine française, comme on veut nous le faire croire, mais en fait une stratégie américaine de vassalisation du continent européen, qui a été mûrement réfléchie après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs à partir d'une politique qui avait été lancée dès les années 20 en Allemagne, puis dans les années 30 et 40 par l'Allemagne hitlérienne et l'Italie mussolinienne, et transmutée après la Seconde Guerre mondiale en une volonté des États-Unis de dominer le continent européen. Si nous disons cela, je vois bien entendu tout de suite certains qui vont dire « Ouh là 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 là, c'est du complotisme, c'est du conspirationnisme ». Non, c'est la réalité. D'ailleurs, il suffit de demander à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui étaient adultes dans les années 50, les gaullistes, les communistes savaient très bien à quoi s'en tenir et dénonçaient de concert ce qu'ils appelaient l'Europe américaine. En réalité, il s'agit d'une opération de vassalisation du continent européen et je renvoie à plusieurs de mes conférences où je donne tous les détails, toutes les sources historiques les plus irréfutables qui le démontrent. À partir de ce diagnostic, nous expliquons également qu'il ne peut pas y avoir une autre Europe. L'une des particularités de notre mouvement, c'est que nous avons constaté que sur la scène politique française, de l'extrême droite du Front National jusqu'à l'extrême gauche du NPA, en passant par tout le spectre des partis politiques, en réalité, aucun parti politique n'est satisfait de la situation, ça peut se comprendre, n'est satisfait de l'Europe et des contraintes européennes, ça se comprend aussi, mais tous les partis politiques bottent en touche en disant tous la même chose, il faut une autre Europe. À l'extrême droite, on va parler d'une Europe des nations, des patries.
À l'UMP, on va parler d'une Europe qu'il faudrait qu'il marche. Au Parti socialiste, on va parler d'une Europe sociale. À la gauche et à l'extrême gauche, on va parler d'une Europe des travailleurs. Chez les écologistes, on va parler d'une Europe des écologistes. Nous disons que ça n'est pas possible de changer d'Europe parce que pour changer les traités européens, il faut l'unanimité des 28 États membres qui constituent l'Union européenne. Or, cette unanimité est impossible à réunir s'il s'agit de changer drastiquement le cours des choses. D'ailleurs, si l'Europe est comme elle est, ça n'est pas un hasard, ça n'est pas par inadvertance. Elle est le fruit, depuis 57 ans, de très nombreuses soirées, marathons de conflits entre les intérêts nationaux divergents de tous les États constituant l'Europe. Et donc l'Europe telle qu'elle existe est en fait le précipité chimique, comme on pourrait dire, le résultat fatal de cette volonté, à vrai dire complètement déraisonnable, qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde, de vouloir fusionner à froid, comme ça, 7, 6, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28 pays, sans d'ailleurs avoir demandé leur avis aux populations. N'oublions pas non plus que les États-Unis, supervisant l'exécution, comme je le disais tout à l'heure, vérifient aussi que l'Union européenne ne va pas s'écarter de ce qu'elle souhaite. En particulier, l'article 42 du traité de l'Union européenne place la politique étrangère et de sécurité et de défense de la construction européenne sous la tutelle de l'OTAN, laquelle est sous la tutelle de Washington. C'est pour ça que nous disons, d'ailleurs toute preuve statistique à l'appui, j'ai fait des conférences qui le montrent, toute preuve statistique à l'appui, nous montrons que changer radicalement la construction européenne est un rêve, est une chimère. En réalité, ceux qui vous proposent ça sont incapables déjà de faire partager leur propre projet aux Français. Le projet d'Autre Europe du Front National n'a rien à voir avec le projet d'Autre Europe du Front de Gauche, qui n'a rien à voir avec le projet d'Autre Europe des écologistes, qui n'a rien à voir lui-même avec le projet d'Autre Europe des socialistes. Ils ne sont pas capables déjà d'avoir la majorité des Français sur leur propre projet, et ils vous prétendent sans rire qu'ils pourraient avoir l'unanimité des 28 États membres. C'est impossible. C'est impossible. Ceux qui vous parlent d'Europe sociale, par exemple, oublient de préciser que le Luxembourg a un droit de veto, puisqu'il faut l'unanimité, ou que les Pays-Bas, ou que le Royaume-Uni, ou qu'un certain nombre de pays d'Europe du Nord mettront toujours un veto à une évolution vers une Europe sociale, comme le souhaiterait la gauche française. Nous disons également autre chose. C'est que l'Union européenne ne peut être que antidémocratique. Pour une raison simple. Une démocratie, étymologiquement, c'est un mot qui vient du grec, démos, kratos. C'est-à-dire démos le peuple, kratos le pouvoir du peuple. Or, une démocratie nécessite donc un peuple, un démos. Il ne pourrait y avoir une démocratie européenne que s'il y avait un peuple européen. Alors bien sûr, certains idéologues disent « oui, nous sommes des citoyens européens, le peuple européen ». Mais dire une chose, ça n'est pas la faire exister concrètement. L'existence d'un peuple ne se décrète pas, c'est comme l'amour, l'amitié, la confiance. Ce sont des éléments qui se ressentent, ce ne sont pas des éléments qui se décident. L'existence du peuple français, par exemple, remonte probablement au baptême de Clovis en 496 après Jésus-Christ, il y a plus de 1500 ans. Et puis il n'y a pas que la France qui est concernée. Il suffit de regarder les conflits, notamment sur l'euro, notamment entre l'Europe du Nord, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne d'un côté, l'Italie et la Grèce de l'autre. Ce n'est pas les Français qui sont en cause. C'est que tout simplement les Allemands ne sont pas des Grecs et réciproquement les Grecs ne sont pas des Allemands. Donc on peut évidemment vaticiner en expliquant qu'il y a un peuple européen, c'est faux. C'est un mensonge. Et dans la mesure où il n'y a pas de peuple européen, il ne peut donc pas y avoir de démocratie européenne. On le constate d'ailleurs au Parlement européen. Sur beaucoup de sujets, les votes ne sont pas uniformes par mouvement politique transeuropéen, mais en fait sont très concrètement compréhensibles en fonction de la nationalité des députés européens. Et puis, le dernier point de diagnostic que nous portons, c'est que, contrairement à ce que nous dit la propagande depuis des décennies, l'Union européenne n'est pas une chose désirable. La construction européenne n'est pas quelque chose de sympathique, contrairement à ce que l'on nous a dit. On nous a fait croire que la construction européenne était porteuse de paix. J'explique dans une conférence que c'est un mensonge.
s'il y a eu la paix sur le continent européen après la Seconde Guerre mondiale, ça n'est pas grâce à l'Europe, par exemple, que là, il n'y a pas eu de guerre à Berlin en 1953, au moment de la crise de Berlin. Ça n'est pas grâce à l'Europe, elle n'existait pas. Ça n'est pas grâce à l'Europe qu'il n'y a pas eu un conflit planétaire en 1956, lors de la révolution à Budapest, elle n'existait pas. Et en 1968, lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, certes, l'Europe existait, balbutiait, il y avait une politique agricole qui définissait des quotas de lait, c'est pas à cause de ça qu'il n'y a pas eu la guerre. S'il n'y a pas eu la guerre sur le continent européen, après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout simplement, faut-il le rappeler, parce que l'Europe était divisée en deux camps irréductiblement opposés, entre d'un côté l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, sous domination américaine, et de l'autre côté le pacte de Varsovie, sous domination soviétique. Et de part et d'autre, il y avait des troupes qui étaient armées jusqu'aux dents, avec notamment des missiles intercontinentaux de destruction massive, des bombes thermonucléaires. C'est ce que d'ailleurs les Américains appelaient MAD, Mutual Assured Destruction, c'est-à-dire la destruction mutuelle assurée. C'est pour ça qu'il y a eu la paix sur le continent européen. Ça n'est pas parce qu'il y avait une Commission européenne qui pondait des directives sur la taille des sièges de tracteurs. Alors certes, on va me dire, mais maintenant, malheureusement, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre. Oh, je disais ça il y a déjà un certain nombre d'années. À l'époque, je prêchais dans le désert. Les gens disaient que j'exagérais, que je n'avais rien compris. Et puis maintenant, de plus en plus de citoyens se rendent compte que c'est la bonne analyse. Pourquoi ? Eh bien parce que ce projet de construction européenne, dont je rappelle qu'il n'est pas sympathique, s'inscrit en fait dans une conception anglo-saxonne qui est celle dite du choc des civilisations. C'est un théoricien, Samuel Huntington, qui l'a précisé dans un ouvrage en américain qui s'appelle The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, ce qui veut dire le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. C'est une vision typiquement anglo-saxonne et c'est une vision, nous n'hésitons pas à le dire, qui s'apparente à un apartheid planétaire. Il s'agit, dans l'esprit de ces concepteurs anglo-saxons, de diviser le monde en quelques 7, 8, 9 grandes zones géopolitiques arbitraires, essentiellement fixées sur la couleur de la peau et sur la religion. Donc, l'Union européenne, en fait, serait un des morceaux de ce monde dit judéo-chrétien et aurait vocation à fusionner avec les États-Unis et le Canada. C'est d'ailleurs l'objet même du projet de traité transatlantique, du TAFTA, qui est imposé au peuple d'Europe. Et puis nous aurions donc vocation à nous opposer au monde orthodoxe, c'est-à-dire à la Russie, et puis au monde musulman, c'est-à-dire au Maghreb, à tout le Moyen-Orient, et puis au monde latino-américain, et puis au monde indien, et puis au monde chinois, et puis au monde japonais. C'est ça la vision, en réalité, qui se cache derrière cette construction européenne. Et en fait, comme on le voit, tout ceci nous entraîne à des conflits de plus en plus graves avec la deuxième puissance nucléaire mondiale, la Russie, et avec l'ensemble du monde arabo-musulman. C'est dire à quel point il faut être extrêmement vigilant, puisque cette construction politique dont on nous a assuré qu'elle nous amenait la paix est en train de nous entraîner vers la guerre. C'est en fait un vieux proverbe français qui nous met en garde. Qui veut faire l'ange fait la bête. Fort de ce diagnostic, dont vous conviendrez que vous ne l'avez jamais entendu nulle part ailleurs sur l'échiquier politique français, nous faisons des propositions, et ces propositions sont claires et nettes. La première, notre deuxième point fondamental, c'est que nous proposons de sortir de l'Union européenne unilatéralement, sereinement, posément, juridiquement, par l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est un article qui a été rédigé conformément au droit international, qui oblige les traités internationaux à comporter une clause de sortie. Eh bien, cet article a été signé et ratifié par les 28 États membres de l'Union européenne. En d'autres termes, lorsque la France dira « je veux sortir de l'Union européenne », elle devra appliquer cet article d'un point de vue juridique. D'ailleurs, les 27 autres États membres ne pourront pas s'en offusquer puisqu'ils ont signé et ratifié ce traité. Je dis ça parce que certains, parfois, ici ou là, disent « mais non, c'est du juridisme, il faudrait sortir comme ça ». Non. Nous sommes un mouvement politique responsable, qui voulons appliquer le droit en toutes circonstances, puisque si l'on n'applique plus le droit, on bascule dans la barbarie. Et puis nous disons que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, ce n'est pas un mystère, ni
un scoop que de dire que nous resterons frontaliers de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni. En d'autres termes, nous voulons rester en très bons termes avec tous nos voisins. Et nous serons d'ailleurs d'autant plus en bons termes avec eux que nous serons justement sortis de cette construction artificielle, et notamment de l'euro, qui ne cesse que de semer des graines de discorde entre les États membres et de semer des procès d'intention des pays du Sud vis-à-vis de l'Allemagne vis-à-vis des pays du Sud. Notre troisième point, justement, c'est que nous voulons sortir de l'euro unilatéralement par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Il n'y a aucun article dans les traités qui permette à un pays de sortir de l'euro en restant dans l'Union européenne. Ça n'existe pas. Ceci a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par la Commission européenne elle-même. La seule façon juridiquement correcte de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est ce que nous proposons. Notez bien d'ailleurs que cet article 50 n'a quasiment pas droit de citer dans les médias français. Nous sommes le seul mouvement politique à évoquer et à invoquer cet article pour sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Aucun autre mouvement politique en France n'en parle. Avouez que c'est assez troublant. Notre quatrième point, c'est que nous voulons sortir de l'OTAN, et pas seulement du commandement militaire intégré. Nous voulons sortir de l'OTAN, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a été signé par un traité le 4 avril 1949, c'est-à-dire à une toute autre époque, au début de la guerre froide. Maintenant, il n'y a plus de camp socialiste, il n'y a plus de pacte de Varsovie. Dans le livre C'était de Gaulle, Alain Peyrefitte raconte que le fondateur de la Ve République, l'homme du 18 juin, Charles de Gaulle, lui avait dit en confidence, au moment où il avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN à partir de 1966, de Gaulle avait dit à Peyrefitte, lorsque le pacte de Varsovie s'effondrera, lorsque le communisme s'effondrera, eh bien l'OTAN n'aura plus de raison d'être et l'OTAN s'effondrera également. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le pacte de Varsovie s'est effondré, le camp socialiste s'est effondré, mais au lieu que le pacte de Varsovie s'effondre, eh bien les Américains ont tiré avantage, ont poussé leur avantage, ont exigé l'entrée de tous les pays de l'Est européen dans l'Union européenne, presque tous les pays de l'Est européen, dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Il s'agit désormais d'une approche agressive vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du Moyen-Orient. D'ailleurs, on ne peut pas comprendre les événements qui se sont déroulés, qui se déroulent encore en Ukraine, si l'on ne comprend pas que l'objectif des Américains est d'accrocher l'Ukraine à cette espèce d'empire constitué de l'Union européenne qui est la face civile et de l'OTAN qui est la face militaire du même processus d'asservissement du continent européen. Et nous disons qu'il est possible de sortir de l'OTAN, c'est prévu. C'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, qui est d'une application d'ailleurs assez facile. Notre cinquième point, je l'ai dit tout à l'heure en préambule et j'y insiste de nouveau, c'est que ce que nous vous proposons, c'est évidemment, et nous en avons parfaitement conscience, un bouleversement politique majeur. Je pense que c'est le bouleversement politique le plus important depuis 1944. Il s'agit de changer complètement la stratégie du pays. Il s'agit de sortir la France de cette espèce d'empire et de prison des peuples dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Il s'agit que la France redevienne ce qu'elle est normalement, c'est-à-dire étymologiquement le pays des hommes libres. Alors, pour procéder à un tel bouleversement, eh bien, il faut rassembler le plus grand nombre possible de Français. Et l'expérience du référendum du 29 mai 2005, où 55% des Français ont dit non à la Constitution européenne, est à cet égard révélatrice. Tous les sondages post-électoraux ont montré que les 55% de Français qui ont voté non venaient pour à peu près 30% de la gauche et de l'extrême gauche, et pour à peu près 25% de la droite et de l'extrême droite. C'est dire que si nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous devons faire en sorte de rassembler ces Français venant de tous les horizons de l'échiquier politique. Et donc, nous devons bâtir un mouvement qui a des propositions qui n'offusquent aucun des deux camps.
Je le dis parce que certains voudraient que nous prenions des positions sur des sujets très clivants, des sujets par exemple de nature sociétale. On nous interroge régulièrement pour savoir ce que nous pensons du mariage pour tous, de l'euthanasie, ou bien sur les gaz de schiste, l'énergie nucléaire, la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des entreprises. Est-ce que nous sommes en faveur d'une société collectiviste ou d'une société libérale, etc. Nous savons, nous, que si nous entrons dans ce genre de débat, c'est fini. Nous ferons fuir une partie ou une autre de l'électorat. Nous n'avons pas la même lecture de la situation que les autres partis politiques. Nous considérons, nous, que nous sommes comme en 1941, 42, 43. Certes, la situation, à certains égards, est moins dramatique, bien entendu. Il n'y a pas des troupes étrangères en France. Mais d'un autre côté, c'est une situation comparable en ce sens que le pouvoir a été volé aux Français et décidé de l'étranger. Donc, comme au moment du Conseil national de la résistance de 1943, il faut rassembler des Français qui sont opposés sur des quantités de sujets économiques ou sociaux, mais il faut les rassembler sur l'essentiel, sur le plus grand dénominateur commun du peuple français, c'est-à-dire la liberté de notre pays, notre capacité collective à décider de notre avenir, sans que ce soit des étrangers, des forces étrangères, une oligarchie étrangère qui nous impose un avenir dont nous ne voulons pas majoritairement. C'est la raison pour laquelle le mouvement politique et le programme que nous présentons est un programme qui met de côté toute une série de sujets clivants. Le 6e point, c'est que pour autant, ce programme n'est pas vide. Notre programme ne consiste pas seulement à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Notre programme consiste à réparer la voiture France qui a versé dans le fossé et ensuite à la rendre au peuple français pour qu'il continue sa route plurimillénaire. Avec ensuite la faculté qu'il aura de tourner à droite, de poursuivre vers le centre ou de tourner à gauche en fonction des majorités. Nous voulons rétablir la démocratie tout simplement. Nous avons donc un programme qui, comme en 1944, le programme du Conseil national de la résistance, propose de remettre la France sur les rails et propose de rendre aux Français le type de société dont ils veulent très majoritairement. C'est quoi la société dont les Français veulent ? C'est une société où l'État est un État central, puissant, qui assure d'abord et avant tout la justice et l'égalité de traitement entre les Français. Les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, collectivement, ne supportent pas des différences inacceptables sur les grands moments de la vie, c'est-à-dire la naissance, l'éducation, la maladie et la mort. Les Français veulent des services publics puissants, qui assurent une certaine égalité entre les citoyens. Et comme je l'explique dans une conférence sur l'histoire de France, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 1944 non plus, ça remonte au milieu du XIIIe siècle, vers 1245, lorsque Louis IX, le futur Saint-Louis, avait créé les premiers établissements de commun profit qui sont les ancêtres de nos établissements publics. Ça permettait notamment à des paysans très pauvres de venir se soigner gratuitement aux frais de la cassette royale. Ce programme que nous présentons, qui est inspiré de celui du Conseil national de la résistance, est évidemment adapté au XXIe siècle. Je vous le laisse découvrir dans nos vidéos. Certains disent vous regardez l'avenir avec un rétroviseur. Je fais remarquer que le projet de construction européenne remonte au Moyen-Âge et que la formule des États-Unis d'Europe fut lancée par Victor Hugo dans un discours au Congrès de la Paix en 1849, il y a 166 ans. Donc c'est en fait la construction européenne qui est une vieille lune, qui est en fait la volonté d'unir une espèce de chrétienté chimérique afin de coloniser le reste du monde. C'est exactement l'essence du discours de Victor Hugo que je citais à l'instant. Et puis notre 7e et dernier point, c'est que le mouvement politique que nous animons est un mouvement qui se caractérise par des valeurs éthiques. Peut-être certains vont-ils avoir un sourire en coin en disant oui, ils disent tous ça. Ceux qui ont un doute, je les convie à aller voir nos conférences, nos vidéos. Et grâce à Internet, désormais, on peut avoir le recul du temps. Je mets au défi quiconque de vérifier et de trouver, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, de trouver une
incohérence fondamentale dans notre programme. Le jour du congrès fondateur, les personnes qui s'étaient réunies à l'époque, nous étions peu nombreux, avaient adopté une charte, la charte fondatrice de notre mouvement, qui est toujours valable, dont nous n'avons pas changé une seule virgule depuis 2007. Allez lire cette charte, elle est le guide de l'action que nous menons, celle dans laquelle se reconnaissent tous les membres. Cette charte impose la clarté, impose l'honnêteté, la cohérence, la fiabilité et l'expertise. Nous ne faisons jamais de slogans. Nous ne sommes pas un parti qui manipule l'opinion publique par des slogans ou par des séries de ruses politiciennes. Nous disons toujours ce que nous faisons et nous faisons toujours ce que nous disons. Nous refusons toutes les manipulations et tous les comportements politiciens. Allez le vérifier.